Mesdames et messieurs les invités, mes chers compatriotes, c'est pour moi une grande joie immense d'être devant vous, debout, vivant et en bonne santé. Vivant parce que beaucoup d'amis ont fait le travail pour que je sois de nouveau devant vous. Mais avant d'aller dans le fond de mon propos, je voudrais préciser des points très importants. D'abord, pendant les 575 jours passés dans les geôles de Sassou, je n'ai pas oublié ni les viols, ni les meurtres, ni les assassinats, ni les humiliations que le peuple congolais subit. Comment pouvons-on oublier tout cela? Alors, il nous faut faire face à cette situation afin que le peuple du Congo, tout entier, non le peuple du Sud, non le peuple du Nord, mais le peuple du Congo tout entier, arrive à se mettre debout dans sa dignité. Pour ce faire, comme disait Saint-Exupéry, l'homme est un homme lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Alors, si la vengeance, si la haine, si les mépris sont ces obstacles, ensemble, nous tous, nous devons nous mesurer à ces obstacles pour mettre fin à cette politique de honte. Mais, comme l'on dit, qui ignore d'où il vient, se trompe. C'est pour ça que lorsqu'on entend par ici que Boukadia a voulu créer ou a voulu diviser le Congo, il faut dissiper ces malentendus-là. Parce que Boukadia n'a jamais été au gouvernement. Parce que Boukadia n'a jamais été au pouvoir. Et Boukadia n'a jamais écrit un livre où il est dit quand si ces choses ne sont pas vues de cette manière, c'est-à-dire les discriminations, les tueries, nous arrivons à la scission, à la partition du Congo en 3 nations différentes, à savoir la nation Moshi, la nation Teke et la nation Congo. Ceci a été marqué dans du marbre dans un livre écrit par M. Théophile Obenga en 2001 aux éditions L'Harmattan. On ne peut pas imposer à une population du Sud, et à plus forte raison un président qui se veut président de la République, c'est-à-dire de tout le peuple du Congo, avoir une attitude qui envoie les forces armées de souveraineté aller massacrer une partie de la population. À ce moment-là, la réaction normale d'un individu sain, et ce quelle que soit la partie du pays, est de dire stop. Et la solution la plus adéquate qui se posait à ce moment-là, c'était de dire, puisque le pouvoir qui est sur place est en train de décimer une partie de la population,
vaut mieux trouver des solutions qui s'inscrivent dans le cadre de la Charte des Nations Unies, à savoir l'autodétermination des peuples quand ce peuple n'est plus en sécurité dans un pays. Ça, c'est une évidence historique et il y a beaucoup de pays qui ont emprunté cette voie. Et ce n'est pas donc Modeste Bokadia qui a initié le principe de la partition du Congo, c'est bien le pouvoir de Sassou Nguesso. Ceci étant dit, comme je disais, qui ignore d'où il vient se perd en chemin. Si on veut faire véritablement de la politique, il faut avoir la maîtrise de l'histoire. Ce n'est pas pour rien que de par le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a des fêtes nationales. Ce n'est pas pour rien que le 14 juillet, la France fête avec faste ce moment historique. Et c'est pour ça que j'avais demandé en l'an 2013 à Denis Sassou de laisser cette escroquerie du 15 août 1963 où l'on célébrait soi-disant l'indépendance alors qu'on célébrait le limogeage du président Yolo. Je lui avais dit la seule fête qui mérite d'être fêtée au Congo, c'est la fête du 28 novembre 1958, qui est la fête de la République. Avec un moment de lucidité, il avait entendu et il avait mis en place cette fête. Qu'est-ce que le 28 novembre? Le 28 novembre marque la naissance de la République du Congo. Et vous noterez quand même qu'il y a quelque chose d'absurde. On crée une république qui n'est pas indépendante et où il n'y a pas de nation. Voilà l'aberration historique. Une république naît à partir d'une nation. Là, on a créé la république, on a mis un État fantoche qui administre une république qui n'existe pas. Au matin du 28 novembre 1958, les partis à l'époque qui représentaient les populations du Congo, à savoir le MSA, situé dans la partie septentrionale du Congo, qui était donc rattaché au territoire de l'Ubangi-Chari. Il y a une stèle qui se trouve en ce moment même dans la ville d'Evo, où c'est marqué territoire de l'Ubangi-Chari. Et la partie du sud était constituée des territoires du Moyen Congo. La stèle se trouve du côté de Tombo-Manyanga vers Boko, après Boko. Donc les deux territoires, le territoire de l'Ubangi-Chari et le territoire du Moyen Congo, devaient se fusionner dans un mariage le 28 novembre 1958. Ils se sont retrouvés sous la houlette du MSA, du PPC et de l'UDDA. À 11 heures, les trois partis étaient d'accord pour créer la transformation des territoires du Moyen Congo en territoire de la République du Congo. Mais comme c'était 11 heures et que les gens avaient faim, ils s'étaient convenus, bon, allons d'abord casser la croûte et puis l'après-midi, nous allons nous retrouver. Lorsqu'ils se sont retrouvés l'après-midi, une des parties contractantes du mariage n'était pas présente. En d'autres termes, la partie septentrionale qui représentait les territoires de l'Ubangi-Chari, amenée par le président Jacques Opango, ne s'était pas présentée. Sur place, il y eut donc le PPC et l'UDDA qui avaient signé l'acte de la création de la République du Congo par la transformation de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo en Assemblée nationale de la République du Congo. Ça, c'est la vérité historique et ce n'est pas Modeste Bokadia qui l'a écrit. Ainsi naquit la République du Congo. Constatez avec moi que cette République du Congo
était constitué essentiellement des territoires issus du moyen Congo, c'est-à-dire de la partie sud du Congo. C'est celle qu'on appelle la République du Congo de Jure, qui siège aux Nations Unies. Mais pour des intérêts stratégiques de l'époque, le général de Gaulle avait convenu avec Barthélemy Boganda de ramener le président Jacques Opango dans le territoire, dans la nouvelle République du Congo qui venait d'être créée l'après-midi du 28 novembre 1958. Ainsi donc, on assista pour la première fois au Pax entre ce qu'on appelait les territoires de l'Ubangi-Chari et la République du Congo de Jure. Comme vous savez, ce qu'on appelait il n'y a pas très longtemps le concubinage, on n'avait pas cours légal. Jusqu'au moment récemment, on a admis qu'il fallait quand même donner des garanties à ceux qui vivaient dans le concubinage. Il a fallu les paxer. Et aujourd'hui, le Congo actuel, c'est le même Congo qui se paxe. Et lorsque nous avons mis en place le processus de l'État du Sud du Congo par rapport à ce qui se passait, c'était pour ramener les territoires du Lubangui-Chari qui vivaient en pax avec la République du Congo de Jure, de créer la nation congolaise par l'union des deux parties qui se situent dans le territoire du Congo. En ce moment-là, puisque nous avons des historiens dans la partie septentrionale du Congo, ils auraient pu expliquer au pouvoir de Denis que c'était l'occasion rêvée pour mettre en œuvre la mise en place de la nation congolaise, afin que chaque Congolais se retrouve dans ce pays. Mais au lieu de ça, le pouvoir illégal et illégitime a utilisé la force en me condamnant à 30 ans de travaux forcés par contumace pour me pousser à l'exil, pour que je reste là et que je pavane sur les rues de Paris faisant de la politique qui n'aboutirait pas. Mais là, il ne connaissait pas l'homme. Je suis rentré puisque j'étais condamné par contumace. En toute logique, puisqu'il se veut démocrate et il se veut un état de droit, il aurait dû procéder à une inculpation en règle pour qu'il y ait un nouveau procès, ce qu'il n'a pas fait. Par contre, il oubliait que j'étais accompagné non seulement par mon épouse, mais par une délégation des Nations Unies qui avait tout vu pour me faire arrêter par 2000 militaires, tout corps confondu, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, les polices parallèles, 3 ou 4 chars de combat, un hélicoptère de combat. Dans la foulée, il m'a fait transférer à Pointe-Noire en me disant, monsieur, je cite, vous êtes attendu par le procureur à Pointe-Noire. Donc nous sommes... Ils ont affrété un avion d'ailleurs qui a eu 1 heure de retard parce que j'avais dit au commandant, je ne rentre pas dans cet avion parce que je suis forcé. Il y a eu des discussions entre la société de transport et les militaires pendant 1 heure. Et c'est moi-même qui ai dit au commandant, je rentre dans l'avion pour qu'on ne dise pas que je sème du désordre. Mais quand nous sommes arrivés à Pointe-Noire, j'ai dit au commandant de bord, qui était ukrainien,
monsieur, c'est la dernière fois que vous pilotez un avion. Parce que au sortir de cet avion, vous ne pourrez plus voler, sinon je ne m'appelle plus Modeste Boukadia. Il m'avait demandé, vous êtes né quand? Je lui ai dit, je suis né le 15 juin 1954 dans le district de Gomatete. Et mon nom, qu'on me connaît dans les villages, c'est Nkukamazo. Et je lui ai dit, dès que je mettrai les pieds sur terre, sachez que votre licence ne vaudra plus absolument rien. Et l'avion, la compagnie Eker se rend en faillite. Il y avait 1000 militaires qui m'attendaient à Pointe-Noire. Il m'a escorté poliment jusqu'à me rendre à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et c'est là où il y a eu le général Olesongo, commandant de la zone, le colonel Ituapoto, directeur départemental de la police nationale, le commandant Bokamba, enfin bref, tout le Gotha des officiers généraux et des officiers supérieurs étaient à la maison d'arrêt où ils m'ont souhaité la bienvenue. Et je leur ai répondu, mais monsieur, je suis attendu par le procureur. Là, le colonel Ituapoto me dira, non, vous ne pouvez pas, il faut, vous le verrez demain. J'ai dit, non, c'est une erreur que vous commettez. Je suis attendu par le procureur. Et sur ce, on a discuté. Il m'a dit, bon, écoutez, vous devez avoir faim. J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Si, il faut manger. J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Je leur ai demandé, donnez-moi par conséquent du pain et des bananes. Il dit, ah non, il est trop tard, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de pain. Je lui ai dit, alors, donnez-moi une bière. Alors, Ituapoto me dit, bon, mais... J'ai dit, donnez-moi une étrangère. Ah, il me dit, mais il y a la bière locale. J'ai dit, d'accord, donnez-moi une prémisse, la bière du président Yolo. Ah, il me dit, mais il y a l'angok. Bon, d'accord, donnez-moi une ngok. Ils sont allés me chercher l'angok. Ils m'ont apporté un verre. Et j'ai ouvert, donc, ils m'ont servi la bière, poliment, mais j'ai d'abord eu le réflexe de nettoyer le verre, puisque j'ai toujours un mouchoir avec moi. J'ai nettoyé, et puis m'a versé mon verre de bière. Je me suis déchaussé. Et puis, je suis sorti. Et j'ai invoqué les mânes en disant que moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. C'est M. Sassou qui tue les gens ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être en prison, et ça, je le dis, en présence du colonel Ituapoto, du commandant Bokamba et du général Olesongo. C'est lui qui doit être en prison. Moi, je suis venu ici pour qu'on ne tue plus les gens et pour que le Congo se développe. Voilà ce que j'ai dit le 15 janvier 2016 à 20h30 à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. À l'époque, le directeur de la maison d'arrêt, M. Yvan Efou, et le surveillant général, Maswende Régis. Et c'est là où le colonel Ituapoto m'avait dit, Monsieur le Président, il est peut-être un mal nécessaire que vous soyez ici pour devenir président de ce pays. Je lui ai répondu, colonel, je suis venu pour qu'on ne tue plus les gens et que le Congo se développe. Et je lui ai dit, accompagnez-moi dans ma cellule. En disant, quel que soit le nombre d'années que je vais mettre en prison, ou le nombre de jours, quand je sortirai de prison, le Congo changera. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis avec vous parce que il faut savoir tourner la page. Parce que lorsqu'on est sur le chemin, on ne trace pas son chemin pour soi.
mais on trace le chemin pour ceux qui nous suivent, pour nos enfants. Il n'est pas normal que pour un pays comme le Congo, 4 millions d'habitants, on ait un tel désastre économique, un tel désastre socio-culturel. Il n'est pas normal que des cadres brillants soient en diaspora. C'est pour ça que, au-delà de ce qui s'est passé, aujourd'hui, nous devons construire la nation congolaise entre les territoires du Nord et les territoires du Sud. Et c'est cette nation congolaise qui doit permettre à la jeunesse de s'exprimer. Mais le changement ne vient pas en attendant. Le changement, on le provoque. Le changement, on le désire. Il n'y a pas de compromission sur le changement. Ou on est pour le changement, ou on est pour l'attentisme qui profite à ceux qui ne veulent pas qu'il y ait le changement. Et lorsqu'on est dans la diaspora, on ne pense pas au poste ministériel. Quand on est en diaspora, on pense à l'avenir du pays. On s'oublie soi-même. On oublie ses propres intérêts. Mais on pense à l'intérêt général. C'est pour cela que si nous devons avoir le changement, si nous devons avoir la nation congolaise, il nous faut que la partie sud du Congo et la partie nord du Congo se dépassent sur les sous-entendus, les malentendus et les préjugés réciproques. Sans cela, il est à craindre que nous faisons le lit de Sassou qui va imposer son enfant et des enfants qui ne sont pas de surcroît des Congolais. Parce que dans les différentes constitutions, il est dit doit être président du Congo celui qui est né des parents congolais. Quand on dit parents, ça veut dire père et mère. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, je ne me lasse pas pour demander l'union nationale. Parce que c'est la seule chose que nous n'avons jamais expérimentée. On a voulu faire du Congo une république socialiste. Ça n'a pas marché. On a voulu faire du Congo une république marxiste-léniniste. Ça n'a pas marché. On a voulu faire du Congo du socialisme bantou. Ça n'a pas marché. Mais personne n'a voulu essayer l'union nationale. Alors que le président Youlou et le président Jacques Opango avaient tenté cette union nationale. Mais le rêve a été brisé en 1963. Et depuis 1963, les Congolais ne connaissent que l'histoire qui commence à cette date-là. Voilà le malentendu qui fait que dans les réseaux sociaux, tout le monde dit c'est un sécessionniste. Et alors que je n'ai jamais utilisé le mot scission dans tous mes propos. Hein, c'est beaucoup plus facile d'accuser Boukadia au lieu d'accuser Sassou, qui a mis en place un commandement militaire et civil à 92% constitué par les ressortissants de la partie nord du pays. Ça, c'est pas divisé de pays de fait. Quand Boukadia dit non, cette situation est due du fait que nous n'avons pas la nation congolaise, on crie au diable. Mais quand Théophile Obenga, un ressortissant du Nord, écrit dans un livre, et il est conseiller de M. Sassou,
que si la partie sud n'obtempère pas, ne se laisse pas marcher sur les pieds, nous arrivons à la scission, personne ne moufte, tout le monde se tait. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je vous disais tout à l'heure, si la revanche, la haine sont les obstacles, nous devons nous mesurer à ces obstacles-là pour que demain, le Congo soit de nouveau admis dans la société des nations, c'est-à-dire un état de droit où règne le respect et la justice. Pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution. Ne nous laissons pas tromper par les sirènes d'un énième dialogue. Il y a eu le dialogue des veaux. Ça n'a rien donné. Il y a eu le dialogue de Brazzaville. Ça n'a rien donné. Il y a eu le dialogue de Dolisie. Ça n'a rien donné. Il y a eu le dialogue de Sibiti. Ça n'a rien donné. Un constat, soit ce n'était pas des dialogues, autrement dit, les gens ne savaient pas se parler. C'est pour ça que ça n'a pas abouti. Ou, auquel cas, ce dialogue-là a été fait exprès pour alimenter les gens qui participaient au dialogue. Mais, moi je pense qu'aujourd'hui, vu l'état du pays, vu la crise, il nous faut sortir des voies déjà tracées. Et la voie que je vous propose pour arriver à une solution durable qui rende les Congolais dignes, c'est une conférence internationale. Une conférence internationale dans laquelle toutes les parties seront prenantes, à savoir le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Londres et le club de Paris, la Banque africaine de développement, les Nations unies, l'Union européenne, les partis politiques, les sociétés civiles, les confessions religieuses, les sociétés de libres penseurs et, bien entendu, les personnalités et les autorités anciennes comme présentes du Congo. C'est à vous, à la diaspora, de donner le là pour que cette conférence internationale ait lieu. Où nous sommes déjà avancés. Mais il ne faut pas que ça soit seulement une conférence décidée par une ou deux personnes, mais une conférence voulue et décidée par les Congolais, l'ensemble des Congolais, comme l'ensemble des Congolais avaient voulu le maintien ou la convocation de la conférence nationale de 1991, qui s'est voulue par la suite souveraine. C'est en la désirant, en désirant cette conférence internationale qu'elle va avoir lieu, même si les consultations que je mène sont déjà avancées. Et à cette conférence-là, on ne peut plus revenir sur les erreurs du passé pour faire la chasse. Mais pour modeler le Congo de demain, entre nord et sud, pour qu'enfin, il n'y ait plus de préjugés des uns et des autres, pour qu'enfin, on ne dise plus qu'il y a des victimaires. L'histoire d'un pays ne s'impose pas. Elle se forge. Et ce sont les peuples qui forgent l'histoire d'un pays.
Évidemment, ce qui est important, ce n'est pas avoir eu la primauté ou la préséance d'avoir l'idée. On ne veut pas faire de compétition, que c'est moi, c'est un tel qui a eu le premier l'idée. Ce qui est important, c'est de faire valoir cette idée pour qu'elle devienne une réalité. Il y en a beaucoup qui ont eu des idées, mais ces idées sont restées dans les tiroirs. Il faut qu'il y ait la rencontre entre celui qui a l'idée et celui qui a la capacité de mettre cette idée en exergue pour qu'elle devienne une réalité. C'est ainsi que se font les inventions. Il y a ceux qui ont les idées, il y a ceux qui mettent en pratique ces idées. Prenons, comme je l'ai entendu, Harley Davidson. Harley, un très bon mécanicien, mais la moto était dans le garage. Davidson, un bon vendeur, ils se sentent associés. Aujourd'hui, le bruit de la mécanique d'Harley Davidson fait tourner la tête à tout le monde. Voilà deux compétences qui se sont réunies. Alors les compétences du Nord, les compétences du Sud, les intelligences du Nord, les intelligences du Sud, unissons-les pour que le Congo soit de nouveau debout comme on était, comme on le chantait à l'époque, soyons debout et fiers. Mais on est debout et fiers lorsque l'ensemble des intelligences se réunissent. Alors il faut finir ce jeu où on fait semblant de dire oui, on combat Sassou et à la fin, on passe par la petite porte pour aller dire non, on va amener la diaspora avec nous. C'est quoi ces affaires-là? Vous êtes la seule force qui existe. Les Congolais de l'intérieur vous voient, vous regardent et attendent. Je ne suis pas un violent. Et je n'ai jamais participé à enlever Pascal Lissouba. Pour ceux qui me prêtent l'intention que c'est moi qui ai fait débarquer Pascal Lissouba, qu'ils se trompent. Ou, puisqu'ils disent que j'ai réussi à débarquer Pascal Lissouba, donc ils peuvent me faire crédit aussi pour débarquer Sassou Nguesso. C'est possible ça aussi. Puisqu'on ne prête qu'aux riches. Et ceux qui disent que je suis un tribaliste. Possible, ils peuvent avoir raison. Mais expliquez-moi pourquoi, au temps du Fédérco, nous nous sommes battus pour faire sortir les Souba de la prison de Ouesso. Où étaient ceux qui me traitent de tribaliste? Avec le capitaine Poignet lorsqu'il travaillait à la banque franco-portugaise. C'est lui qui nous fournissait en stencil à l'époque, en rame de papier. Et c'est lui qui nous donnait de l'argent pour acheter le tonneur, pour faire tourner tout ça. Ils étaient où? Avons-nous reçu un seul merci de la part de Lissouba? Rien. On s'était battu parce que c'était un Congolais. Et quand Sassou a voulu tuer Yombi, qui s'est battu pour que Yombi soit en vie? C'est encore nous. Hein? Lorsqu'on a voulu l'enlever le bon matin de la prison de Wando pour l'amener au 15 août pour l'éliminer. Lorsque nous nous sommes levés, Sassou l'a envoyé en résidence surveillée à Pointe-Noire, où ils étaient ceux qui nous traitent de tribalistes. On avait dit à Yombi, quand je l'ai vu à l'anniversaire du 50e anniversaire de la conférence de Brazzaville, lorsque M. Edouard Balladur était
Premier ministre, et Michel Roussin, ministre de la Coopération. Lorsque j'avais dit, quand j'étais avec mon parrain Pierre Messmer, lorsque j'avais dit le Congo ne mérite pas, et quand Yombi m'avait répondu, mais qu'êtes-vous pour parler comme ça? Je lui ai dit, celui qui est empêché pour qu'on te tue. Et vous, parce que Bernard Kolela a installé une radio libre à Bakongo, vous avez sorti les chars pour tirer dans la partie sud du Congo. Et je lui ai dit, nous on a considéré que vous étiez Congolais. Donc, mesdames et messieurs, n'utilisons pas les mots parce que il faut faire de la politique politicienne. Nous ne sommes pas dans un pays apaisé où il faut faire de la politique politicienne. Nous sommes dans un pays meurtri, sous chape. Nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, on ne fait pas de la politique politicienne. On fait de la politique pour s'en sortir. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui ont eu l'idée, la merveilleuse idée de la conférence internationale pendant que j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire où j'ai été torturé jusqu'à perdre ma vie, puisque j'avais des fibrillations auriculaires. Vous demanderez à vos médecins ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à tout moment, je pouvais mourir. Et on m'a torturé parce que j'avais la tête dure. Parce que c'est comme ça qu'il faisait pour que les gens redeviennent dans le droit chemin. Parce qu'avoir demandé un gouvernement d'union nationale, c'était mauvais. Il fallait donc qu'on me torture. Mais, comme disait Itoa Poté, il fallait peut-être passer par là pour que je voie que la misère de la partie sud est la même que la misère de la partie nord du Congo. Il a fallu peut-être qu'on me fasse faire cette douloureuse épreuve pour que je vous parle maintenant comme ça. Mais je vous avoue, je n'aimerais pas que vous soyez à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, là où j'étais, où il y avait ce qu'on appelait le royaume. Quand on vous bat avec des barres de fer, avec la peau qui se déchire et on vous coud sans alcool, c'est pas agréable. Mais cela est le passé. Donc à ceux qui pensaient que je devais venir vous voir, voulaient peut-être me voir tomber, ils seraient heureux. Ils n'ont peut-être pas aimé que j'en sorte vivant. C'est pour ça qu'ils se plaignent, qu'ils disent que je joue aux malades, que je ne leur ai pas envoyé des fleurs de remerciement. Hein? Si j'étais Dani Sassou, j'aurais permis à ce garçon-là qu'on le mette au moins une semaine dans cette prison-là et qu'il subisse ce que j'ai subi. Mais je ne peux pas le vouloir à quelqu'un, moi. Alors, mes chers amis, je vous demande pour le Congo, ressaisissons-nous, battons-nous pour nos enfants. Battons-nous pour que ce Congo, qui est un vrai bijou, sorte des mains de la dictature. C'est pour ça que je vous redis, c'est en formant une grande force, un rassemblement pour le changement, pour l'avènement de la nation congolaise, que nous allons réussir à vaincre nos peurs, à vaincre nos préjugés. C'est en nous dépassant qu'on ne dira plus que c'est le pouvoir Mboshi, c'est le pouvoir Congo, c'est le pouvoir Bembe,
Non, il faut qu'on arrive à dire que c'est le pouvoir du Congo. Il n'y a que le seul peuple du Congo, pas le Congo du Sud, pas le Congo du Nord, mais le peuple du Congo tout entier qui peut garantir la stabilité et la crédibilité du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre perspective. Et il nous faut aller vers une nouvelle vision, vers de nouveaux paradigmes. En France, le président Emmanuel Macron nous a lancé un défi. Nous devons aller vers un nouveau monde. Alors, comme le disait Bouchard à l'époque, repas entre les Noirs et les Blancs pour le partage du monde, mettons-nous à la même table pour que nous accédons au nouveau monde. Notamment en faisant nôtre ce grand défi. Et ce n'est que en nous unissant, le Sud et le Nord, que nous serons dans l'avion de ce nouveau monde. Ce n'est pas la peine de nous disputer sur des considérations sans fondement, sur des préjugés. L'idée du Sud du Congo était pour l'apaisement, pour aller vers la création de la nation congolaise, afin de mettre fin à l'inacceptable qui était le concubinage entre la partie nord et la partie sud. La conférence internationale que j'appelle de mes vœux, dont certains partenaires de la diaspora en ont fait aussi leur cheval de bataille, doit devenir une réalité. Et c'est cette réalité que nous devons léguer aux générations futures. Si nous ne le faisons pas, nous aurons la pleine conscience d'avoir échoué, d'avoir manqué à notre devoir d'être venus au monde sous le nom de Congolais que nous n'avons jamais porté dans notre cœur. Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement et avec tendresse ma mère dont je n'ai pas eu l'opportunité de rendre un dernier hommage, mais je sais qu'elle est toujours présente. Je voudrais aussi remercier mon épouse qui est là, ainsi que mes amis qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui je vous parle. Je dois honorer aussi les mains de nos ancêtres, car sans eux, peut-être que malgré les efforts faits par ici et par là, je ne serais peut-être pas là non plus. Et enfin, je dois témoigner une grande gratitude aux pays qui ont tout œuvré pour moi, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et aux chefs d'État, aux organisations internationales et à la presse. Je dois aussi féliciter le travail fait par toute la diaspora, quels que soient leurs sentiments, quelles que soient leurs appellations et quelles que soient leurs aspirations. Ils ont fait et ils continuent de faire un travail extraordinaire en s'indignant, et ce, quelle que soit la force. Ils s'indignent parce que ils veulent mettre leur intelligence, leur savoir-faire au service du développement du Congo. Et enfin, je voudrais vous faire partager une pensée très émue à l'attention de tous les prisonniers politiques pour que eux aussi, à travers la conférence internationale, ils puissent jouir de leur liberté citoyenne et retrouver leur famille. Mesdames et messieurs, je voudrais dire ici, vive la conférence internationale, vive la nation congolaise, vive la République. Je vous remercie.